Je suis aujourd'hui à Toulouse, au bord de la Garonne, et je vous propose une rencontre avec le philosophe Robert Rödecker. Robert Rödecker, c'est ce philosophe qui, suite à la publication d'un article concernant l'islam dans le Figaro au mois de septembre 2006, a été victime d'une condamnation à mort sur un site islamiste. Depuis, Robert Rödecker et sa famille vivent dans la clandestinité, protégés par la police. Il vit une forme d'exil intérieur. Je ne partage pas les convictions de Robert Rödecker concernant l'islam, que je trouve trop univoque, trop caricatural. Mais je pense qu'il était intéressant de rencontrer cet homme, victime au pays de Voltaire et de la liberté d'expression, de l'intolérance religieuse. Monsieur Rödecker, vous êtes philosophe et vous avez eu une aventure assez exceptionnelle puisque suite à la publication d'un article dans le Figaro en septembre 2006, vous avez été condamné à mort avec des menaces de mort sur un site islamique et depuis lors vous vivez dans une clandestinité forcée. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que vous vivez cette vie tout à fait particulière? Je dirais même islamiste. Plutôt qu'islamique. Il y a deux volets. Il y a à la fois une condamnation à mort et des menaces de mort par mail. Il s'agit de deux choses très très différentes. Voilà. Alors que s'est-il passé? J'ai écrit un article hostile à l'islamisme dans le Figaro en 2006. C'est ça, en 2006, en septembre 2006. Article qui a été pris aussi comme hostile à l'islam alors que c'est plus nuancé. Et à la suite de cet article, ma vie a basculé et j'ai été obligé de devenir une sorte de clandestin dans mon propre pays ou de prisonnier politique dans mon propre pays. Voilà. Il y a eu donc des menaces de mort et des appels au meurtre venus de la mouvance islamiste au Pakistan, en Irak. Al-Qaradawi m'a traité d'islamophobe du moment sur la chaîne Al Jazeera à l'époque. Donc ça crée une situation très dangereuse. Et j'ai basculé dans la clandestinité d'abord, puis une sorte de semi-clandestinité aujourd'hui. Semi-clandestinité, ça signifie que dans la plupart de mes déplacements, je suis accompagné par la police. Vous regrettez d'avoir écrit cet article? Que je le regrette ou pas, ça ne change rien. Non, je ne le regrette pas. Et si je disais que je le regrette, je donnerais raison à mes agresseurs. Leur jugement, d'ailleurs, ne serait pas modifié pour autant. Vous avez eu des soutiens? Vous avez eu de la solidarité au moment, en septembre 2006 et dans les mois qui ont suivi? Alors, j'ai eu des soutiens du monde intellectuel et universitaire, mais en même temps, j'ai été lâché par le milieu enseignant de gauche auquel j'appartenais. Voilà, il y a eu dans les établissements d'enseignement un véritable lynchage de ma personne. Comment est-ce que vous expliquez qu'on puisse critiquer le christianisme et que quand on critique, je dirais, le fanatisme islamique, il y a deux poids, deux mesures en France par rapport à la liberté d'opinion, par rapport au blasphème? Je trouve que cette affaire illustre l'ambiguïté de la laïcité à la française, qui est une laïcité tournée... Enfin, la laïcité, je veux dire le laïcisme, le combat laïque militant, hein, je ne parle pas de laïcité institutionnelle, qui est une laïcité tournée essentiellement contre le catholicisme, mais si l'on se met à critiquer de façon aussi virulente que l'on critique le catholicisme et l'islam, eh bien tout de suite, on est vu comme un raciste, on est vu comme un ennemi des pauvres, puisque les musulmans apparemment sont les pauvres, on est vu comme un ennemi des petites gens, un ennemi du prolétariat. On est alors l'objet d'attaques semblables à celle qui s'appelait, dans les années 50, anticommuniste. Voilà. On vous traitait facilement d'anticommuniste, c'est-à-dire
encore d'ennemis des pauvres, d'ennemis des classes populaires. Et alors dans la critique de l'islam, vous êtes traité d'islamophobe, c'est-à-dire finalement d'ennemis des pauvres, d'ennemis des classes populaires, d'ennemis des petites gens. Je crois qu'il y a ça en France. Et il y a aussi, je crois, un autre élément, c'est la culpabilité par rapport à la guerre d'Algérie, le sentiment de culpabilité par rapport aux guerres coloniales. Un troisième élément vient à l'esprit, c'est ce que Bruckner appelait le sanglot de l'homme blanc. Oui. C'est une culpabilité, un sentiment de culpabilité par rapport à l'ensemble des pauvres du monde. Alors je crois que ces sentiments appartiennent très profondément au milieu enseignant de gauche en France et ils expliquent que j'ai été lâché et lynché dans toutes les salles des professeurs, bien que j'étais en même temps condamné à mort. Si vous voulez, les mêmes, un exemple, les mêmes qui manifestaient, je pense en particulier au SNES, syndicat des enseignants, qui manifestaient pour défendre Cesare Battisti, oui. Ces mêmes me condamnaient. Vous avez écrit le journal 2 mois oui. qui ont suivi votre condamnation à mort dans un très beau livre qui s'appelle « Il faut tenter de vivre », selon la formule de Paul Valéry. Vous avez retrouvé aujourd'hui, 5 ans après ce moment douloureux et difficile, où vous exprimez vos tourments et votre désarroi, vous avez retrouvé aujourd'hui une certaine sérénité? Alors, une sérénité... Paul Valéry, c'est le cimetière marin, c'est la sérénité en regardant à la fois la mer et le cimetière. C'est ce qui explique il faut tenter de vivre. Une sérénité, je ne sais pas. Non, une sérénité, c'est impossible. Robert Rödeker est aussi l'auteur d'un livre Ego Body, la fabrique de l'homme nouveau, où au fond il exprime le fait que toute la civilisation est aujourd'hui centrée sur le corps, sur le body, au travers du jeunisme, de la sexualité, d'Internet, et j'ai souhaité également m'entretenir à ce sujet avec lui. Votre thèse centrale, c'est que la civilisation d'aujourd'hui, c'est la tentative de l'immortalité du corps et de la mortalité de l'âme, c'est-à-dire au fond le contraire de toute l'histoire de la philosophie classique depuis Platon. Oui, je crois que la particularité du monde contemporain, c'est l'appauvrissement de l'être humain. C'est quelque chose qui s'est passé oui. en 2 étapes. Oui. Une première étape, c'est le passage de 3 à 2, et l'étape actuelle, c'est le passage de 2 à 1. C'est-à-dire 3 à 2, je veux dire que dimension de l'âme, dimension de la psychologie, du moi, et dimension du corps. Nous avions l'être humain vivant selon 3 dimensions pendant plusieurs siècles. Bon, puis au 19e et dans la première partie du XXe siècle, l'âme est abandonnée, c'est le moi et le corps, ou l'ego et le corps. Et on vit encore sur 2 plans, sur 2 dimensions. La période que nous vivons aujourd'hui, c'est la fusion entre l'ego et le corps. On ne peut même plus parler de corps, c'est pour ça que je parle de body ou de corps Ikea. C'est-à-dire, on pourrait parler de corps Ikea avec des pièces rechangeables, régénérables, un peu comme le coureur à pied Pistorius. Toute l'histoire de l'Occident, c'est l'histoire d'un appauvrissement, au sens de passage de 3 dimensions à 2 dimensions humaines, puis de 2 dimensions humaines à 1 dimension humaine, le corps. Mais ce corps, ce n'est pas ce que nous croyons. C'est pas le corps hérité,
c'est un corps fabriqué d'une certaine manière. Voilà un corps que nous sommes en train de fabriquer. Fabriqué par l'alimentation? Fabriqué par l'alimentation. Vous pouvez nous expliquer un petit peu, vous avez écrit une très belle tribune récemment dans Le Monde sur ce sujet, sur, je dirais, la surmédiatisation de l'alimentation. Mais il suffit de regarder la télévision, les publicités à la télévision ou dans les rues ou dans les magazines. Il s'agit toujours du corps et toujours de la pharmacie. Il s'agit toujours d'éléments artificiels, mécaniques, chimiques, pour régénérer ou réparer un corps pour lequel que l'on confond avec le moi, avec soi, et pour lequel on veut l'immortalité. D'où le succès du Viagra, qui est le mirage immortaliste du corps. Vous parlez à un moment de l'injonction de la sexualité jusqu'au bord du cercueil. Oui, jusqu'au bord du cercueil, jusqu'à la fin de la vie. Quand on lit Sénèque, par exemple, on s'aperçoit que Sénèque trouve que la vieillesse a ceci de bon, que l'on est libéré du poids de la sexualité, qu'on est libéré de la corvée d'avoir à pratiquer des activités sexuelles. Donc c'est une libération d'être débarrassé de ça. C'est à la fois une étape de la vie humaine, mais bon, pour connaître autre chose, pour connaître une légèreté par rapport à ça. Et dans la civilisation actuelle, cette liberté disparaît, puisque c'est le contraire. L'injonction, c'est d'avoir jusqu'au bord du cercueil des activités sexuelles. Donc on ne connaît plus cette période de liberté qui est d'être débarrassé de l'obligation sexuelle. Le terme d'obligation est aussi important. C'est une obligation implicite de la société moderne qui passe à travers la publicité, le cinéma. Le sport, vous avez écrit, vous êtes un spécialiste du sport, oui. Vous pouvez illustrer un petit peu au travers du sport, comment est-ce que cette immortalité de ce body s'exprime aujourd'hui dans le spectacle permanent du sport? Comme l'a dit Alain Finkielkraut, c'est dans un de ses livres, c'est dans le sport que l'homme contemporain se contemple comme un miroir. C'est vraiment le miroir de la modernité. Ensuite, il faut dire que le sport réussit à faire passer pour naturel l'injonction centrale de nos existences, qui est une injonction permanente à la performance, au dépassement de soi, à la productivité, à être le plus fort. Et 24 heures sur 24, dans tous les médias, vous avez en permanence le spectacle sportif pour vous dire mais ce qui compte c'est la performance. Tu dois être performant. Si tu n'es pas performant, tu n'es pas digne d'être un homme. Et l'on va même jusqu'à organiser des spectacles sportifs avec des handicapés. Pourquoi faire? Bon, alors ça n'est pas pour prendre pitié des handicapés, c'est pour dire, voyez, même les handicapés, eh bien, on les met dans le jeu de la performance, de la course, de la compétition permanente. Le sport, c'est également cela. Je montrerai, si vous voulez, un troisième aspect sur le sport, c'est la fabrique du corps humain. Le fitness, le jogging, le dopage, c'est-à-dire fabrique selon certains modèles. Il y a des modèles que l'on impose comme ça. Alors, ce n'est pas les mêmes modèles que dans les magazines féminins pour les femmes qui veulent être jolies, etc. C'est le modèle d'une sorte de corps parfait qui ne s'use jamais et qui tend finalement vers l'immortalité. C'est pour cette raison que je pense que toutes ces activités sont des sortes de thanatopraxie. Oui. C'est-à-dire, finalement, il s'agit de modeler le corps. Pour retarder la mort. Voilà. Non seulement pour la retarder, pour que l'on n'y pense plus. J'aime beaucoup le sociologue regretté Paul Lyonnais, que je connaissais un peu. Et dans son livre Le recul de la mort, Paul Lyonnais fait remarquer qu'aujourd'hui, nous élevons nos enfants comme s'ils ne devaient jamais mourir. Et c'est la première fois dans l'histoire, parce que la mortalité des enfants
faisait partie de la norme. On ne faisait pas attention aux enfants parce qu'on était persuadé que leur risque de mourir était très important. Et du coup, on ne cachait pas leur propre mortalité aux enfants. Aujourd'hui, c'est le contraire. Les enfants ne meurent plus. La mortalité infantile est devenue très très faible. C'est quelque chose d'heureux. Voilà, c'est ce que j'allais dire. D'heureux, mais d'exceptionnel dans l'histoire. Mais la répercussion imaginaire de ça, c'est que nous faisons vivre nos enfants comme s'ils étaient immortels. Alors, ça, c'est quelque chose qui a des effets anthropologiques évidents. Vous faites, puisqu'on parle des jeunes, des enfants, j'en viens tout de suite à la culture du divertissement et des réseaux sociaux. Il y a dans votre livre 2 chapitres consacrés à Facebook et à Internet, où vous êtes extrêmement dur, extrêmement critique. Vous dites de Facebook qu'on ne se rencontre jamais, on ne fait que se croiser. Quelle est votre analyse un petit peu aujourd'hui, à la lumière par exemple des révolutions arabes et de ce qu'a pu jouer justement les réseaux sociaux dans ces révolutions, votre analyse de la situation? Les révolutions arabes, nous verrons dans 5-6 ans, je ne veux pas être pessimiste, bon, mais nous verrons dans 5-6 ans quels ont été les effets. Alors, j'ai lu récemment dans la presse un article, je crois que c'était dans le Figaro, disant qu'en fin de compte, dans les révolutions arabes, ce n'est pas la révolution Web.2. Le nom de Facebook est quelque chose de très trompeur. Le nom est très beau, parce que c'est pas seulement trombinoscope, c'est quand même le livre des visages. Il y a un exhibitionnisme extraordinaire. Si vous allez sur Facebook, vous voyez des gens qui n'arrêtent pas de mettre des photos d'eux-mêmes dans toutes leurs positions. Alors, cet exhibitionnisme, ça ressemble assez à la télé-réalité, hein, c'est-à-dire se montrer par où nous sommes le plus banal. C'est ça la télé-réalité. Bon, et dans c'est l'exhibitionnisme de toute façon. Et dans l'exhibitionnisme Facebook, c'est également cela. Donc comme ça, je crois que Facebook, c'est un faux livre des visages, d'une part, et d'autre part, c'est l'illusion de la rencontre. On croit se rencontrer sans se croiser jamais, sans se rencontrer jamais. Ce sont des critiques que l'on peut faire, on peut en faire beaucoup d'autres aux réseaux sociaux, même si l'on peut estimer que, par exemple, en Italie, lors de référendums organisés par Berlusconi, et que Berlusconi voulait cacher, il a perdu. On ne parlait pas à la télévision, etc., c'est grâce à Twitter, apparemment, que les gens sont allés voter non. Absolument, oui, donc, la question du nucléaire. Voilà, donc, absolument. Il faut être nuancé. Oui, la question nucléaire. Bon, il faut être nuancé et poser la critique des réseaux sociaux à 2 niveaux. Hein, c'est-à-dire le côté anthropologique, les répercussions anthropologiques dont je viens de parler, mais dans la pratique, il peut arriver, l'exemple italien le montre, ou les exemples arabes, il y a des effets positifs, qu'il peut y avoir des effets sur l'histoire, d'une certaine manière, sur les événements. Il y a un autre aspect dans votre livre qui m'a beaucoup intéressé, c'est, on a parlé de l'injonction de la sexualité jusqu'à la fin de la vie, c'est aussi l'injonction du jeunisme et l'injonction du présentisme, la perte du sentiment de la continuité de l'histoire, de la mémoire, d'une certaine manière. Oui, nous avons de plus en plus de personnes, et hélas également des personnes publiques, des hommes et des femmes politiques, qui sont entièrement dans le présent, avec la disparition de l'épaisseur temporelle et de l'épaisseur historique, à la fois des existences personnelles et de l'existence des nations. J'espère me tromper. J'ai vu récemment dans le journal Le Monde 2 choses sur l'enseignement de l'histoire et sur l'enseignement de la géographie. Que pour l'enseignement de l'histoire en France,
des figures comme Henri IV, Louis XIV, Napoléon disparaissent de cet enseignement, et que pour l'enseignement de la géographie, beaucoup de choses liées au territoire national disparaissent aussi. Alors qu'est-ce que c'est qu'un monde où l'on détruit la mémoire de cette façon-là? Au fond, on arrive à ce qu'Herbert Marcuse appelait l'homme unidimensionnel. Que je cite très Absolument, souvent. c'est pour ça que je le reprends. C'est un livre qui m'a beaucoup marqué, L'homme unidimensionnel de Marcuse. Je trouve que c'est un ouvrage avec des analyses très fortes, pourtant déjà anciennes, qui datent de 1964, mais que l'on a à reprendre à notre compte aujourd'hui, moyennant quelques changements contextuels. Vous dites dans votre chapitre sur l'homme planétaire, l'homme au fond se caractérise aujourd'hui par la définalisation de son existence, aussi bien biologique qu'affective et intellectuelle. Il ne vit pas même pour vivre, il vit pour consommer, pour transformer son temps d'existence en consommation. Oui, ça c'est du Marcuse. C'est du Marcuse réécrit ou réinterprété en 2011. C'est une critique de la société de consommation. Alors, le changement par rapport à la période de Marcuse, c'est que c'est devenu en même temps une société de la concurrence généralisée, avec la fameuse injonction dont nous parlions tout à l'heure, l'injonction à la performance. Chez Marcuse, il n'y a pas encore de critique du sport. Cela dit, dans L'homme unidimensionnel, il y a une phrase sur le sport au début, mais il ne parle que de la vulgarité s'étalant dans les stades. Bon, et je crois que si une personne comme Marcuse revenait aujourd'hui, elle remarquerait que le phénomène le plus étonnant, c'est la place prise par le sport comme spectacle. Permanent, oui, absolument. C'est le phénomène le plus étonnant du monde dans lequel nous sommes plongés. Monsieur Rödeker, une dernière petite question. Ça m'a frappé dans votre livre Ego Body que vous abordiez peu la question de la métamorphose de la nature, de l'épuisement des écosystèmes. Alors au prochain président de la République, je demanderai ceci, je lui demanderai de s'engager sur un programme prenant en compte la dimension esthétique, c'est-à-dire de s'engager contre l'enlaidissement du paysage français. C'est vrai d'ailleurs pour le monde entier. Regardez le paysage à l'approche des villes, des bourgades, regardez les publicités, les routes, les entrepôts, les supermarchés. Et cet enlaidissement est quelque chose qui doit être combattu. Je crois que la question environnementale est aussi une question esthétique avec une politique de la beauté, une lutte contre la laideur. Je vous remercie. Merci. J'ai rencontré un homme émouvant et meurtri, victime d'une condamnation injuste, sans doute jusqu'à la fin de ses jours. Il l'a décrite d'ailleurs dans un petit livre, « Il faut tenter de vivre », où il fait part de son désarroi et de ses tourments. Merci de m'avoir accompagné tout au long de cette émission et à très bientôt. Extraordinaire. Si vous allez sur Facebook, vous voyez des gens qui n'arrêtent pas de mettre des photos d'eux-mêmes dans toutes leurs positions. Alors cet exhibitionnisme, ça ressemble assez à la télé-réalité, hein, c'est-à-dire se montrer
par où nous sommes le plus banal. C'est ça la télé-réalité. Bon, et dans c'est l'exhibitionnisme de toute façon. Et dans l'exhibitionnisme Facebook, c'est également cela. Donc comme ça, je crois que Facebook, c'est un faux livre des visages, d'une part, et d'autre part, c'est l'illusion de la rencontre. On croit se rencontrer sans se croiser jamais, sans se rencontrer jamais. Ce sont des critiques que l'on peut faire, on peut en faire beaucoup d'autres aux réseaux sociaux, même si l'on peut estimer que, par exemple, en Italie, lors de référendums organisés par Berlusconi, et que Berlusconi voulait cacher, il l'a perdu. On ne parlait pas à la télévision, etc. C'est grâce à Twitter, apparemment, que les gens sont allés voter non. Absolument, oui, donc, la question du nucléaire. Voilà, donc, absolument. Il faut être nuancé. Oui, c'est la question nucléaire. Bon, il faut être nuancé et poser la critique des réseaux sociaux à deux niveaux. Hein, c'est-à-dire le côté anthropologique, les répercussions anthropologiques dont je viens de parler, oui. Mais dans la pratique, il peut arriver, l'exemple italien le montre, ou les exemples arabes. Il y a des effets positifs, qu'il peut y avoir des effets sur l'histoire, d'une certaine manière, sur les événements. Il y a un autre aspect dans votre livre qui m'a beaucoup intéressé, c'est, on a parlé de l'injonction de la sexualité jusqu'à la fin de la vie, c'est aussi l'injonction du jeunisme et l'injonction du présentisme, la perte du sentiment de la continuité de l'histoire, de la mémoire d'une certaine manière. Oui, nous avons de plus en plus de personnes, et hélas également des personnes publiques, des hommes et des femmes politiques, qui sont entièrement dans le présent, avec la disparition de l'épaisseur temporelle et de l'épaisseur historique, à la fois des existences personnelles et de l'existence des nations. J'espère me tromper. J'ai vu récemment dans le journal Le Monde deux choses sur l'enseignement de l'histoire et sur l'enseignement de la géographie. Que pour l'enseignement de l'histoire en France, des figures comme Henri IV, Louis XIV, Napoléon disparaissent de cet enseignement, et que pour l'enseignement de la géographie, beaucoup de choses liées au territoire national disparaissent aussi. Alors qu'est-ce que c'est qu'un monde où l'on détruit la mémoire de cette façon-là? Au fond, on arrive à ce qu'Herbert Marcuse appelait l'homme unidimensionnel. Que je cite très Absolument, souvent. c'est pour ça que je le reprends. C'est un livre qui m'a beaucoup marqué, L'homme unidimensionnel de Marcuse. Je trouve que c'est un ouvrage avec des analyses très fortes, pourtant déjà anciennes, qui datent de 1964, mais que l'on a à reprendre à notre compte aujourd'hui, moyennant quelques changements contextuels. Vous dites dans votre chapitre sur l'homme planétaire, l'homme au fond se caractérise aujourd'hui par la définalisation de son existence, aussi bien biologique qu'affective et intellectuelle. Il ne vit pas même pour vivre, il vit pour consommer, pour transformer son temps d'existence en consommation. Oui, ça c'est du Marcuse. C'est du Marcuse réécrit ou réinterprété en 2011. C'est une critique de la société de consommation. Alors, le changement par rapport à la période de Marcuse, c'est que c'est devenu en même temps une société de la concurrence généralisée, avec la fameuse injonction dont nous parlions tout à l'heure, l'injonction à la performance. Chez Marcuse, il n'y a pas encore de critique du sport. Cela dit, dans L'homme unidimensionnel, il y a une phrase sur le sport au début, mais il ne parle que de la vulgarité s'étalant dans les stades. Bon, et je crois que si une personne comme Marcuse revenait aujourd'hui, elle remarquerait que le phénomène le plus étonnant, c'est la place prise par le sport comme spectacle. Permanent, oui, absolument. Permanent, c'est le phénomène le plus étonnant du monde dans lequel nous sommes plongés.
Monsieur Redekер, une dernière petite question. Ça m'a frappé dans votre livre Ego Body que vous abordiez peu la question de la métamorphose de la nature, de l'épuisement des écosystèmes. Alors au prochain président de la République, je demanderai ceci, je lui demanderai de s'engager sur un programme prenant en compte la dimension esthétique, c'est-à-dire s'engager contre l'enlaidissement du paysage français. C'est vrai d'ailleurs pour le monde entier. Regardez le paysage à l'approche des villes, des bourgades, regardez les publicités, les routes, les entrepôts, les supermarchés. Et cet enlaidissement est quelque chose qui doit être combattu. Je crois que la question environnementale est aussi une question esthétique avec une politique de la beauté, une lutte contre la laideur. Je vous remercie. Merci. J'ai rencontré un homme émouvant et meurtri, victime d'une condamnation injuste, sans doute jusqu'à la fin de ses jours. Il l'a décrite d'ailleurs dans un petit livre, « Il faut tenter de vivre », où il fait part de son désarroi et de ses tourments. Merci de m'avoir accompagné tout au long de cette émission et à très bientôt.